Salut tout le monde, c'est Fafaboul, de retour pour une nouvelle chronologie non officielle de Black Mirror. Alors pourquoi nouvelle? Parce que pour ceux qui connaissent, il y a eu la première version de ma chronologie Black Mirror. J'avais fait un petit ajout avec la saison 6 et là la saison 7 vient de sortir. Et comme je l'ai mis dans un post, la saison 7 elle s'attaque au multivers. Et le multivers vient un peu chambouler ma timeline. Alors, chambouler, oui et non, parce que ça fout un petit peu la merde d'un côté, mais ça apporte aussi quelques réponses, vous verrez. Du coup, j'ai refait complètement ma timeline. Bon, il y a quand même le gros, on va dire 90%, 85% ne change pas. Il y a eu quelques modifications, mais sans plus. Mais j'ai surtout voulu rajouter les épisodes qui se déroulent dans des réalités parallèles, parce que oui, il y a des réalités parallèles, et ajouter aussi les épisodes canoniques de la saison 6, de la saison 7. Voilà. Faire une seule grosse vidéo avec les 7 saisons. Donc c'est parti. Donc Black Mirror, je pense que si vous avez cliqué, vous connaissez. Ah oui, bah, du coup je vais spoiler, hein. Voilà, donc je vous invite d'abord à regarder la série en entier. Donc Black Mirror, série anthologique créée en 2011 par Charlie Brooker. À ce jour, on compte 33 épisodes répartis en 7 saisons, plus l'épisode spécial interactif Bandersnatch. Black Mirror, c'est une critique des technologies qui existent ou qui pourraient bientôt voir le jour, et par extension de la société. Alors, c'est sur un ton sombre, dérangeant, à part quelques exceptions. Il y a quelques épisodes joyeux, mais bon, il reste assez rare, hein. Donc j'avais déjà dit dans la précédente vidéo qu'il y avait une multitude d'indices qui prouvaient que ça se passe majoritairement du coup dans le même univers, mais voilà, avec quelques exceptions qui se déroulent dans des réalités alternatives. Donc on va remettre tout ça en ordre. Alors pour remettre ça en ordre, j'ai utilisé deux méthodes, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Donc la première méthode, c'est on prend toutes les références que les épisodes se font entre eux et on se rend compte que ça apporte un certain ordre. Par contre, avec cette méthode, ça laisse beaucoup d'incohérences. Par exemple, j'avais parlé de l'épisode Rachel, Jack, Ashley 2. Aux infos, on peut lire qu'une architecte a été arrêtée pour meurtre et qu'un homme a été trouvé dans les ruines fumantes d'un musée. Alors ce sont deux références à deux épisodes différents, Crocodile et Black Museum. Le seul problème, c'est que dans le musée, on peut trouver la baignoire en lien avec la série de meurtres de l'épisode Crocodile. Donc ça crée une incohérence temporelle parce que la baignoire n'a pas pu se retrouver aussi vite dans le musée et les deux épisodes se déroulent bien à des années d'intervalle. Voilà. Ça peut pas se passer en même temps, c'est impossible. Donc ces références, faut les prendre comme des simples clins d'œil et non comme un ordre établi, voilà, un ordre canonique. Ça marche pour quelques références, mais pas pour toutes. La deuxième méthode, celle que j'ai utilisée majoritairement, on étudie le contexte de chaque épisode, on analyse l'avancement technologique de chacun. Voilà, on se base sur les épisodes clairement datés, comme l'île nationale, Smithereens, Bandersnatch, etc. Et on construit la timeline autour en retraçant l'historique des innovations qui sont présentes dans la série. Voilà, c'est la méthode que j'ai utilisée et qui marche plutôt bien. Alors, j'ai découpé ma timeline en 5 parties séparées par des événements clés. Donc on va s'attaquer tout de suite à la première partie. Donc c'est tout ce qui se passe avant 2011. Donc 2011, c'est l'année de sortie de la saison 1 et c'est le contexte du premier épisode de la série L'hymne national, qui lui est clairement daté. Voilà, ça se passe en juillet 2011, on le sait, c'est dit, voilà. Donc cet épisode-là, ce sera le point clé entre les deux premières parties. Alors on commence, du coup la saison 7, elle nous fait remonter en 1949 avec le tournage de Hôtel Rêverie. C'est un gros succès dans l'univers de Black Mirror. On a l'actrice Dorothy Chambers qui se donne la mort quelques mois après le tournage parce que son homosexualité a été révélée au grand jour par les journaux. Donc à l'époque, voilà, homosexualité pas très bien vue, n'est-ce pas? On passe dans les années 60. Les années 60, il y a une technologie, la technologie des corps synthétiques et des prises de contrôle à distance qui est mise au point. Elle est utilisée principalement par les astronautes américains pour passer du temps avec leur famille restée sur Terre. Donc l'épisode c'est Beyond the Sea, en français je crois que c'est Mon cœur pour la vie, quelque chose comme ça. Ça se passe en 1969, on a l'épisode qui se déroule. Alors je vais pas, voilà, je précise, je vais pas rentrer en détail dans chaque épisode parce que bon, je pense que vous les avez vus, vous connaissez l'histoire. Je vais rappeler vite fait ce qui se passe, le gros quoi, en gros quoi. Mais voilà, il y a certains épisodes qui sont assez longs, qui sont pour le coup des longs métrages, et je vais pas rentrer en détail, voilà.
Donc ce qu'il faut retenir de Mon cœur pour la vie, c'est que leurs familles en gros sont massacrées, voilà. Ça finit assez mal. Donc l'épisode, il y a deux possibilités. Soit il se déroule dans un univers alternatif, une version de 1969 complètement différente. Ou alors, et c'est la petite théorie que j'aime bien, la technologie est complètement enterrée, dissimulée par le gouvernement suite aux incidents. Ce qu'on sait, c'est que cette technologie, elle est connue du grand public. Voilà, il y a les espèces de hippies, ils sont contre. Voilà, c'est pour ça qu'ils massacrent la famille de l'autre astronaute, là. J'ai oublié son nom. On sait qu'il y en a qui les admirent, il y en a qui les détestent. Voilà, la population connaît l'existence de la technologie. Mais on peut supposer que, à la suite de ces dérives, de ces deux massacres, la technologie est complètement abandonnée. Euh, voilà, durant une cinquantaine d'années, il y a deux générations qui se passent. Ça a pu être oublié, ça a pu être, voilà. On sait que les gouvernements peuvent nous faire oublier certains événements, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va garder cette théorie. Vous verrez que ça marche plutôt bien. On passe en 1970, donc là on est dans Bandersnatch avec la mère de Stéphane qui décède dans un accident de train alors que celui-ci n'a que 5 ans. Donc ça va être la base de ses traumatismes. 1979, alors là pour le coup c'est un 1979 alternatif, ça c'est sûr, c'est avéré. Donc c'est une version de 1979, on est en pleine guerre froide et toujours. Il y a une montée des extrêmes, une grosse crise sociale, politique. Et il y a un putain de démon qui apparaît, on ne sait pas pourquoi. Et il exige 3 sacrifices pour éviter le pire. Donc il y a l'héroïne qui s'exécute. Malheureusement, elle n'arrive pas à réaliser le troisième et l'apocalypse nucléaire a lieu. Voilà, fin du monde. Donc c'est pour ça que ça, voilà. Déjà, il y a la présence d'un démon, chose qui n'a rien à faire dans Black Mirror. Et apocalypse nucléaire en 1979. Donc vous vous doutez bien que c'est un 1979 alternatif. D'ailleurs, je crois que Charlie Brooker lui-même a confirmé que cet épisode-là et celui avec le loup-garou, c'était deux épisodes alternatifs. Alors, on passe à Bandersnatch 1984. Donc ça, c'est clairement daté, hein. Alors, Bandersnatch, c'est un peu particulier parce que c'est un épisode interactif, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez plus ou moins du déroulement de l'épisode. Donc, on va considérer que chaque choix, chaque chemin différent, ce sont autant de réalités parallèles. Voilà. Donc on va considérer que dans la timeline canonique, on va garder les événements durant lesquels Stéphane finit par devenir fou, il tue son père, il est interné. Voilà, je pense que c'est la plus plausible, la plus logique. Donc il développait un jeu, le jeu sort, il rencontre un grand succès, mais il est très vite retiré de la vente à cause de la controverse liée à la folie de Stéphane. Et voilà, donc on se dit bien que ça c'est ce qui se passe dans l'univers principal et tous les autres chemins possibles. Vous avez la fin méta, c'est-à-dire il se rend compte qu'il est enfin vous pouvez communiquer avec lui, enfin c'est assez spécial. Je vous laisse le découvrir, j'ai pas trop envie de spoiler non plus, mais Bandersnatch il est assez intéressant, il était complètement nouveau à l'époque, mais il est assez intéressant à faire. Donc tous les autres chemins, ce sont des réalités alternatives et on verra que la saison 7 s'attaque à une de ces réalités alternatives, plus ou moins. Alors, 1987, on passe, ça c'est clairement daté aussi. On a Yorkie de San Junipero qui a 21 ans et elle fait son coming out à ses parents. Dans 1987, concernant l'homosexualité, on est encore au Moyen-Âge et c'est encore considéré comme une maladie. Donc, les parents très conservateurs réagissent mal. Yorkie, un petit peu blasé, normal, prend le volant et a un accident là qui la plonge dans le coma. Elle est envoyée à l'hôpital Saint-Juniper et nous la retrouverons une quarantaine d'années plus tard. 1991, clairement daté aussi, dans la saison 7, on a Philippe et Carole qui se rencontrent et qui commencent à sortir ensemble. Donc ça, c'est les photos souvenirs de l'épisode Eulogie. L'année suivante, 1992, Philippe Carole, ils ont une relation à distance, donc ça se passe plutôt mal. Philippe trompe Carole, Carole trompe Philippe, Carole tombe enceinte de sa liaison. Ils vont se rencontrer au restaurant. Philippe la demande en mariage, mais Carole, Carole s'en va, quoi, en gros, sans que Philippe ne soit au courant de la grossesse.
Et en gros, elle lui écrit une lettre, Philippe il la trouve pas, voilà. Donc il passe sa vie sans avoir plus de nouvelles que ça. Donc on va considérer que la fille de Carole, elle naît probablement fin 92, début 93. On revient sur plus ou moins Bandersnatch dans un 1994 alternatif. On a toujours Colin Ritman, joué par Will Poulter. Il met au point la première forme de vie autonome virtuelle maquillée en jeu vidéo, les Fulloids. Donc les Fulloids, voilà, première forme de vie complètement virtuelle. Et on a Cameron, un jeune critique de jeu qui teste la version de Ritman et il devient accro parce qu'il parvient à communiquer avec les créatures du jeu. Alors, bon, par contre, pour ça, il faut qu'il prenne du LSD, c'est un peu ça le problème. Et du coup, il y a son dealer de LSD qui squatte chez lui et un jour où il est pas là, il finit par découvrir le jeu et s'attaquer aux créatures. Cameron, il pète un câble et il le tue. Il cache son corps dans une valise après l'avoir découpé. Et voilà, pendant une quarantaine d'années, Cameron il va perfectionner le jeu, il va vivre complètement reclus devant son ordinateur qu'il améliore au fil des années aussi avec les innovations techniques. Voilà, donc alors je reviendrai sur la fin, enfin sur la partie qui se passe dans le futur de l'épisode, mais on est obligé de le considérer que c'est un univers alternatif, voilà. Donc on peut supposer que on prend une branche alternative de Bandersnatch et de cette branche alternative découle l'intrigue autour de cet épisode qui s'appelle De simples jouets en français. J'avais oublié de dire le titre. On part en 1997, là c'est clairement daté aussi. Il y a une série de meurtres qui ébranlent le village isolé de Loch Henry en Écosse. À cette époque, Davis a 8 ans et il ne sait pas encore que ses parents sont impliqués dans ces meurtres. On y reviendra plus tard. Alors là, on passe au théorique. Vous voyez, jusque-là, c'était clairement daté. Mais là, on va passer aux suppositions. Donc moi, j'avais placé le prologue de Crocodile environ 2003. Voilà, ça marche à 1 an ou 2 près. J'ai regardé un petit peu l'ambiance, la technologie à l'époque, la voiture qu'ils conduisent. Voilà. 2003, ça marchait bien. Donc à cette époque, Mia et Rob, ils fauchent un cycliste après une soirée très arrosée. Et ils se débarrassent du corps et du vélo dans un lac. Et ils se séparent peu de temps après. On y reviendra 15 ans plus tard. Là encore, c'est environ l'événement Maisie Day, l'épisode avec le loup-garou. C'est l'épisode que je déteste le plus, je crois, de la série. Je comprends toujours pas cet épisode. Moi, je l'ai placé environ 2005. Voilà, ça marche avec le milieu des années 2000. Par contre, voilà, là, comme je disais plus tard, c'est une réalité alternative. Ça a été confirmé par Brooker. Ou alors, si on considère que ça se passe dans l'univers canonique, là encore, les gouvernements ont très bien caché l'incident et il y a vraiment des loups-garous qui existent. Enfin bref. Allez, on peut passer du coup à la seconde partie qui va s'étaler de 2011 à 2015. Donc c'est une période où il y a encore peu de technologies futuristes. Vous verrez, c'est très contemporain. Donc juillet 2011, on a l'hymne national. Le fameux premier épisode de la série. L'épisode, quand tu le regardes, tu te dis « Ouais, je suis en train de regarder un truc de fou ». C'est l'épisode avec le cochon, bien sûr. Donc le Premier ministre Callot, il est contraint d'avoir un rapport sexuel avec un cochon en direct à la télé pour libérer la princesse Susanna. Donc il s'exécute, hein, mais on se rend compte que Susanna avait été libérée une demi-heure avant. Mais comme tout le monde était devant la télé à attendre que Callot fasse ses cochonneries, c'est le cas de le dire, personne n'avait remarqué qu'elle avait été libérée. Donc après l'épisode de l'épilogue, il se passe début 2012, c'est quelques mois après. Callot, il est apprécié du peuple pour ce qu'il a fait, mais bon, sa femme, dans le privé, elle reste un peu distante, quoi. Et on apprend aussi que la princesse est enceinte. Bon, c'est pas très important, mais c'est clairement dit. Courant de la même année, en 2012, on a le flashback de La Chasse. Donc c'est Victoria Silkane et Yen Reinosh qui kidnappent la petite Jemima. Et Yen la tue violemment pendant que Victoria filme la scène. Donc les deux sont très vite arrêtés. Yen il finit par se donner la mort en prison et Victoria est jugée. Donc on passe à fin 2012, début 2013. On a les événements de Tais-toi et danse. Donc c'est des hackers qui font chanter des personnes qui ont des secrets pas très reluisants. Bon, c'est graduel bien sûr. Et s'ils n'obéissent pas, ils menacent de révéler ces secrets. Voilà.
Donc Kenny se retrouve à braquer une banque, à fuir, avant de livrer un combat à mort avec un pédophile. Alors il gagne le combat, mais ses propres tendances pédophiles sont révélées au grand jour, tout comme les secrets des autres participants. Et on apprend durant cet épisode, on a des petits bandeaux d'informations, on apprend que Calo divorce. Donc je pense que sa femme n'a pas supporté l'adultère, on va dire. Et on apprend aussi que des drones abeilles sont mis en service pour remplacer les vrais qui disparaissent. Ça aura son importance très vite, très bientôt. Donc la même année, donc on est en 2013, donc début 2013, on a Waldo, un avatar 3D vedette d'un talk show qui provoque des candidats aux élections locales. Puis il se lance lui-même dans la course au scrutin. Donc son acteur, Jamie, il est contacté par la CIA pour que son personnage devienne en gros le symbole de la contestation politique dans le monde. Une récupération politique, hein, comme on aime. Jamie refuse et Waldo finit par être repris par son patron et par la CIA. On y reviendra un peu plus tard aussi. Donc là, on passe en mai 2013. Ça, c'est clairement daté. On a l'épisode N virtuel. Donc il y a un hashtag qui circule, Death2, mort A en français, qui cause la mort de ceux qui sont désignés par le tag à l'aide des drones abeilles. Voilà, les fameux drones abeilles, en gros, sont piratés et sont utilisés pour tuer des gens désignés par un hashtag. Donc on a Karine et Blue qui enquêtent. Blue, c'est une spécialiste de la cybercriminalité. Elle a travaillé sur l'affaire Enoch, elle en parle. Donc au final, je vais pas raconter l'épisode en détail, il est assez long, c'est pas un de mes préférés, loin de là. Au final, il y a 300 000 personnes qui sont tuées par les drones, et le responsable, c'était l'un des développeurs de la technologie qui prend la fuite. On passe à fin 2013, quelques mois après. Blue, elle est présumée morte, mais on apprend qu'elle est en Amérique du Sud et qu'elle a retrouvé la trace du coupable. Et pendant ce temps, Karine, elle témoigne sur l'affaire. Il y a un procès qui s'est ouvert, tout ça. Alors là, ça va être dans les suppositions encore. L'épisode La Chasse, moi je le situerai en 2014 ou 2015. Parce que voilà, on sait que le procès de Victoria, il a lieu fin 2012, début 2013. Donc le parc judiciaire White Bear, il est certainement construit en 2013. Il doit ouvrir ses portes début 2014. Donc on sait que Victoria, elle subit une traque en boucle et sa mémoire est effacée à chaque fois. Donc l'épisode peut très bien se dérouler courant 2014, voire même 2015. Voilà, c'est pas déconnant. 2015 aussi, on a possiblement l'épilogue de Waldo. Voilà, Waldo, on voit que c'est devenu le symbole voulu par la CIA. Il y a son visage un peu placardé partout là sur les affiches numériques. Et on voit que Jamie est sans abri. Alors on dirait que c'est dans un futur très lointain, mais alors j'ai re-regardé la scène, pas tant que ça finalement. Ça fait une ambiance un peu cyberpunk, un peu voilà, matraquage publicitaire. Mais vous allez à Tokyo en 2015, je pense que c'était pas si loin de ça, quoi. Donc moi je l'ai laissé en 2015. Ça peut pas se passer 10 ans après. Jamie il a pas tant vieilli que ça. Voilà, ça se passe vraiment quelques années plus tard. Donc 2015, ça me paraissait probable. 2015, j'ai placé le mariage de Mike et Amanda dans l'épisode des gens ordinaires, le premier épisode de la saison 7 que j'ai adoré, j'y reviendrai plus tard. Donc le mariage, voilà, on sait que ça se passe 3 ans avant le début de l'épisode, donc voilà, pour que ma timeline soit cohérente, je l'ai placé en 2015. À la fin de l'année, j'ai placé Phase d'essai, l'épisode Phase d'essai, parce que j'ai regardé les jeux vidéo qui étaient présents sur les... À un moment, on voit une étagère avec des jeux vidéo et j'ai essayé de voir à quel jeu ça correspondait et je me suis rendu compte que les jeux les plus récents de l'époque étaient sortis au plus tard en 2015. Donc voilà, donc l'épisode se passe fin 2015. Et on a Saito Gemu qui développe les prémices d'une technologie majeure dans la série. C'est un implant qui permet de s'immerger entièrement dans un environnement virtuel. Mais là, c'est vraiment le prototype, quoi. C'est vraiment le début de cette technologie. On a Cooper qui arrive à Londres après un tour du monde et qui accepte de faire le cobaye. Et en gros, voilà, je ne vais pas revenir sur l'épisode en entier, mais à la fin, on apprend qu'il y a un appel de sa mère durant le test qui crée des interférences avec l'implant et Cooper meurt sur le coup. Voilà, il avait oublié d'éteindre son téléphone et ça le tue. Alors cette technologie, c'est vraiment la technologie qui ouvre les portes d'une nouvelle ère qui va s'étendre de 2016 à 2025 et c'est la période de lancement de bon nombre d'innovations. Donc 2016, on a Sarah dans l'épisode Archange qui naît. Donc l'épisode Archange, j'ai eu du mal à le placer, mais
voilà, on sait qu'à chaque fois ça se passe pour ses 3 ans, pour ses 8 ans, pour ses 15 ans. Donc voilà, en comparant l'évolution de technologie à chaque fois, j'ai placé sa naissance en 2016. 2017, on a le prologue de Striking Vipers. Le héros, il a 27 ans, c'est ses années jeunesse, quoi. Il joue avec son pote là alors, j'ai regardé sur la console sur laquelle il joue, on dirait une Play 4, donc voilà, 2017, c'est fortement probable. Et puis par rapport, voilà, le reste de l'épisode, on sait qu'il a 39 ans, 40 ans, 38 ans, enfin voilà. Donc on remonte en 2017 pour ses 27 ans. En 2017, on a aussi la mise au point de la technologie de Crocodile. Crocodile, c'est un patch relié à un moniteur vidéo qui permet de revoir les souvenirs d'une personne. Donc c'est utilisé dans un premier temps par la police, puis par les compagnies d'assurance pour démasquer les fraudeurs. Mais là, voilà, on voit que la technologie est très rudimentaire, la qualité d'image est dégueulasse. Donc ça peut pas se passer trop tard dans le futur, quoi. Vraiment, je l'ai placé en 2017. 2018, on a un épisode clairement daté, c'est Smithereens. Je vais pas revenir dessus parce que je le trouve vraiment pas terrible. Mais voilà, on se rend... De toute façon, il est clairement daté, donc ça se passe en 2018, c'est sûr. Et on se rend compte que les technologies sont pas très avancées non plus, donc ça a sa place dans la timeline, quoi. C'est bon. 2018, on a la spirale meurtrière de Mia dans Crocodile. Donc on sait qu'il y a 15 ans entre le prologue et l'épisode lui-même. Donc comme j'ai placé le prologue en 2003, l'épisode se passe du coup en 2018. Et voilà, comme on a vu que la technologie est mise au point l'année d'avant, c'est pas, voilà, c'est pertinent. 2018, on a aussi le programme Rivermind qui est mis au point. Comme voilà, Amanda et Mike se marient en 2015, l'épisode commence sur leurs 3 ans de mariage, donc 2018. Amanda, elle est sauvée d'une tumeur par la technologie Rivermind. Donc Rivermind, en gros, c'est une partie du cerveau, la partie en gros, j'allais dire contaminée, oui, contaminée du cerveau est remplacée artificiellement. Mais par contre, voilà, la partie synthétique est en permanence reliée au serveur de Rivermind. C'est-à-dire qu'elle le fournit en énergie, la personne est constamment fatiguée, ils peuvent la contrôler à distance. Voilà, c'est vraiment, je trouve cet épisode ultra bien, ultra intelligent, ultra traumatisant. La fin est horrible, c'est un des plus sombres. Mais le message qu'il y a derrière, je le trouve exceptionnel. Donc en 2019, on a le programme Archange qui est lancé. Donc c'est un implant qui est basé sur la technologie de Crocodile et qui permet aux parents de contrôler en gros les constantes physiologiques de leur enfant, de voir en temps réel ce que leur enfant voit à l'aide d'une tablette. Ils peuvent aussi filtrer les images traumatisantes et revisionner des passages de leur journée, quoi. Donc voilà, c'est un peu aussi les prémices d'une technologie majeure de la série et qui est basée sur les travaux de Crocodile. Donc là, 2019, Sarah, elle a 3 ans et elle se fait poser l'implant. 2019, on a Davis qui retourne à Loch Henry pour tourner un documentaire sur les meurtres de 1997. Alors il finit par découvrir la vérité et l'implication de ses parents. Sa petite amie, elle s'enfuit, elle meurt. La mère de Davis, elle se donne la mort et le documentaire sort et rencontre un grand succès. Donc on voit qu'il est dispo sur Streamberry, c'est la plateforme dans l'univers Black Mirror, c'est la référence à Netflix. Et à la fin, on voit un journal qui mentionne clairement l'année 2019, donc voilà, pas de problème là-dessus. 2019, on est aux 4 ans de mariage de Mike et Amanda, elle passe en Rivermind++, je sais plus comment ça s'appelle, l'évolution de Rivermind. Ça lui permet en gros de sortir, d'avoir une meilleure couverture réseau, d'aller plus loin de chez elle. Et surtout de ne plus avoir de publicité qui est intempestive. Par contre là, financièrement, ça commence à être un peu la merde. Donc Mike, il est obligé d'aller exécuter des défis sur le site Dumb Dummies pour payer l'abonnement. C'est un site sur lequel les utilisateurs te demandent de faire des trucs, tu les fais, ils te payent. Voilà, ça peut aller des trucs juste dégueulasses à des trucs un peu plus gore, quoi. Donc, je ne vais pas en revenir en détail dessus. Alors là, c'est assez imprécis, mais je l'ai placé en 2020. On sait qu'il y a une technologie de clonage ADN qui est mise au point et qui est utilisée dans l'industrie pornographique quelques temps avant d'être interdite. Donc comme j'ai mis le flashback du SS Callister en 2020-2021, voilà, je place cette technologie là, on va dire, autour de 2020 sans plus de précision.
mais c'est une technologie qui aura son importance aussi. L'épisode Johan est horrible de la saison 6, je l'ai placé pareil autour de 2020. On apprend que voilà, Streamberry utilise l'intelligence artificielle et le deepfake pour créer des séries basées sur la vie d'utilisateurs. Et on voit pendant l'épisode que le documentaire Locke Henry est dispo sur la plateforme, donc ça se passe peu de temps après, quoi. Donc je l'ai placé en 2020. Je raconte pas les épisodes en détail, hein. Encore une fois, je vous laisse les redécouvrir, les découvrir par vous-même. Je raconte quelques événements, les événements clés, mais voilà. Dans Joanne est horrible, il y a toute une intrigue autour. Voilà, il est pas mal. C'est un des épisodes que j'aime bien. L'épisode bientôt de retour. Alors je sais plus si c'est la saison 1 ou 2. Je crois que c'est la saison 2. On a Martha qui utilise une application qui émule la voix et la personnalité de Ash, son petit ami décédé, sur son téléphone. Donc c'est une technologie qui utilise une intelligence artificielle qui récolte tout ce que la personne a mis en ligne sur les réseaux durant sa vie. Donc dans un sens, elle est assez similaire à la technologie de Streamberry. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un épisode qui est contemporain à l'épisode Johan est horrible. Et on revient à la technologie de 1969 parce que du coup la technologie évolue, la personnalité et la voix de Ash, elles sont intégrées directement dans un clone synthétique. Voilà, donc cet épisode et l'épisode de 1969, je les ai mis en relation et c'est pour ça que je me dis, la technologie existe déjà, elle a juste été dissimulée, enterrée, un peu oubliée, et les gouvernements la ressortent, ou alors ça a pu être acheté par une grande entreprise, voilà, on peut faire des suppositions. Mais pour moi, c'est clairement la même technologie, voilà, sauf que cette fois, elle est habitée par une intelligence artificielle et pas par quelqu'un qui prend le contrôle à distance. Bon, finalement, Martha n'est pas très convaincue par cette pâle copie. Le faux H, il finit au grenier. On y reviendra un peu plus tard. 2020 toujours, pardon. On a Amanda qui upgrade Rivermind pour quelques heures. Mais ça lui permet en gros de contrôler ses constantes physiologiques, d'augmenter son plaisir. Voilà, mais c'est tellement cher qu'en fait ils prennent des boosters, quoi. Ça dure genre 6 heures. Mike, il a fait un peu le con sur le site. Il y a un collègue qui l'a reconnu. Il cause un incident là où il travaille. Il est licencié. Donc ça sent un peu le roussi. Donc 2020-2021, toujours, j'ai mis le possible déroulement du flashback du SS Callister. On sait que c'est la même technologie que chez Saito qui est utilisée pour permettre de rentrer dans un jeu vidéo. Donc on a Robert qui développe Infinity dans son garage et il rencontre Walton à cette époque. Walton qui rapporte la technologie de clonage ADN qui est un peu améliorée et qui est utilisée pour que Robert en fait il soit présent H24 dans son jeu et qu'il puisse le développer, le tester en continu. En gros, il va se cloner à l'intérieur de son jeu. Voilà, c'est un peu la base aussi de l'univers USS Callister. Mais ça se passe à cette époque-là du coup. On sait que c'est 12 ans je crois avant l'épisode, donc voilà. C'est USS Callister, j'ai dû un peu le déplacer par rapport à ma première version. Alors on a l'épisode Bête Noire de la saison 7, c'est l'épisode qui a un peu tout chamboulé, l'épisode qui intègre le multivers à la série. Je l'ai placé moi entre 2020 et 2022. Voilà, on sait que les années lycée c'était à peu près une dizaine d'années avant, donc 2010-2012 ça peut correspondre. Et en gros, 2020-2022, il y a l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Camille, enfin pas l'héroïne, la méchante, on va dire, qui a mis au point un ordinateur quantique qui permet de fusionner et d'altérer des réalités parallèles. Donc voilà, c'est ça qui soulève vraiment la question du multivers dans la série. Et voilà, si l'épisode se passe entre 2020 et 2022, elle a pu mettre au point la technologie, elle a pu la développer de 2015 à 2020, en gros, voilà. Mais ouais, on peut se dire à partir de là, toutes les réalités alternatives qui existent découlent de cette technologie. Il y a pu y avoir des voyages dans le temps, il y a pu y avoir des... Voilà, c'est vrai que la thématique du voyage dans le temps n'a pas encore été explorée dans Black Mirror, mais je le sens arriver gros comme une maison pour la saison 8, je sais pas pourquoi. En plus, voilà, on sait que multivers, tu peux faire n'importe quoi, la réalité, il y a l'existence d'univers parallèles est avérée. Donc voilà, ça fout à la fois, comme je le disais, la merde un peu dans la timeline, mais ça apporte des réponses aussi sur les zones d'ombre. On passe à 2021.
Euh, 2021, moi j'ai dit le possible lancement du grain qui est basé sur la technologie de Archange et Crocodile. Donc le grain c'est quoi? Il a été introduit très tôt dans la série, je crois que c'est le troisième épisode de la saison 1. C'est un implant qui permet d'enregistrer tout ce que la personne voit et de revisualiser à volonté tout ce qui a été vu, quoi. Donc c'est clairement une évolution de la technologie Crocodile et Archange. Ça permet aussi de zoomer, de lire sur les lèvres, voilà, c'est un petit peu amélioré, quoi. Il n'est pas encore banalisé, mais voilà, 2021, on va dire que c'est le lancement, la technologie sort, les gens commencent à la découvrir petit à petit. 2021, bah, c'est la fin de l'épisode des gens ordinaires. Mike, il est au fond du trou. Amanda, elle est complètement épuisée par Rivermind. Du coup, ils se mettent d'accord. Mike étouffe Amanda. Et il va probablement se donner la mort en direct sur le site d'Homme de Mise. Alors, on le voit pas, mais c'est clairement suggéré. Le mec, il s'enferme avec un cutter dans son bureau. Il est complètement, euh, il est complètement anéanti. Donc voilà, c'est largement suggéré. Donc on passe en 2023. Le grain est popularisé dans la société. On a Fiona et Jonas qui couchent ensemble et le grain l'enregistre. C'est important parce que Fiona est en couple à l'époque déjà avec son petit ami. Voilà, Jonas, c'est un adultère. 2024, Sarah de Archange, elle a 8 ans et sa mère, elle met le programme en veille pour lui laisser un peu plus de liberté. Voilà, elle se dit c'est bon, elle fait pas de bêtises, il n'y a pas de problème, j'ai plus besoin de trop la surveiller. Et on apprend aussi que le logiciel Archange a été interdit dans plusieurs pays. 2025, donc 18 mois après l'adultère, le petit ami de Fiona découvre du coup que Fiona l'a trompé et il décide, grosse dispute du coup, séparation, et il s'arrache l'implant. Donc ça se passe 18 mois après, donc je le place en 2025. On a le 2025 aussi le flashback de Blanc comme neige, le développement du cookie qui est la technologie majeure de la série. Donc ça utilise, en gros ça clone la conscience de quelqu'un et ça l'enferme dans un petit boîtier là, un petit œuf pour créer un assistant domotique en gros. Donc c'est une technologie qui est à la fois basée sur les travaux de Saito et sur la technologie de clonage ADN. Voilà. Mais là, c'est vraiment la conscience qui est clonée. C'est plus. Voilà, c'est un petit peu. C'est très similaire quand même à ce qu'utilise Robert pour rentrer dans son jeu, quoi. Donc cette technologie majeure marque vraiment la transition avec la prochaine ère qui va s'étaler de 2026 à 2032. Et là, ça correspond aux technologies avancées de la série. C'est voilà, le cookie, c'est la base de tout ce qui va être futuriste, vraiment avec tout ce qui est les thèmes autour de la conscience, de duplication de la conscience, etc. Donc la partie 4, voilà, 2026-2032. Donc l'épisode Pendait le DJ, moi je peux le mettre entre 2026 et 2030 sans grande incidence. On sait que c'est la technologie du cookie. Alors, c'est pas dit clairement, mais c'est moi qui l'interprète comme ça, hein. Pour moi, c'est la technologie du cookie qui est utilisée dans une appli de rencontre pour tester la compatibilité entre deux consciences et leur donner un taux de compatibilité à, leur, euh, à leur version réelle, quoi, dans le monde réel. En gros, voilà, c'est des simulations et quand deux consciences finissent par s'enfuir ensemble, sur 1000 simulations, le nombre de fois où elles se sont enfuies ensemble, par exemple là dans l'épisode, sur 1000 simulations, il s'enfuit 998 fois, ça donne un taux de compatibilité à 99,8%. Donc voilà, c'est des consciences, c'est basé sur la technologie du cookie.